Dès qu'il y a de la donnée perso, je tombe sous le coup du RGPD. Le bénéfice de l'IA, quel intérêt y a-t-il pour toi à l'intégrer dans ton quotidien RH, à part gagner du temps par exemple? Ces outils sont tellement faciles à utiliser qu'on a envie de les exploiter à fond, sans garde-fou. Et c'est là qu'on rentre dans une zone de risque et qu'il faut être vigilant, parce que même si c'est facile à utiliser, on peut pas faire n'importe quoi. Avoir des salariés qui balancent des informations confidentielles et stratégiques sur la société sur des outils non maîtrisés, c'est un risque qui pour moi est bien plus grave que le risque de sanctions juridiques de non-conformité. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec l'IA Act, c'est les niveaux de criticité. Quels sont les risques qu'on encourt concrètement au niveau juridique? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de People Place. Moi c'est Maud, ex-DRH, aujourd'hui entrepreneuse et cofondatrice du Temple RH, un centre de formation destiné aux professionnels DRH. Aujourd'hui, je reçois Amandine Mas. Bonjour Amandine. Bonjour. Pour parler conformité RGPD et IA Act, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ensemble les obligations juridiques lorsqu'on parle d'IA dans les RH pour vous aider à mieux bâtir des projets conformes dans vos entreprises. Toi, Amandine, excuse-moi, tu es avocate en propriété intellectuelle, spécialiste dans les nouvelles technologies, notamment donc, sur le RGPD. Après 10 ans en cabinet, tu as ouvert le tien, le cabinet 9 AM, c'est ça? Alors moi je dis 9 AM. 9 AM, ok, sorry. 9 AM, ok, donc c'est plutôt in English. Ouais. Un cabinet d'avocats, donc en 2024, tu prends aussi beaucoup la parole régulièrement pour sensibiliser sur les enjeux, notamment juridiques, liés à l'IA, qui est quand même le sujet quand même qui anime beaucoup de personnes aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir en tout cas avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Bon, génial. Depuis quand finalement tu t'intéresses à ce sujet, Amandine? Alors, pour la petite histoire, moi, je ne suis pas du tout geek. Je suis arrivée à cette matière, pas tellement par les nouvelles techno, mais plus par le biais de l'API. Mais je pense que c'est peut-être ce qui fait que je suis assez bonne dans mon travail, c'est que j'aborde toutes ces questions de nouvelles techno avec un abord assez enfantin et de découverte totale. Donc, pour moi, l'IA, c'était quelque chose d'assez lointain. Et petit à petit, j'ai des clients très spécialisés dans des environnements très techniques qui ont commencé à parler de développement IA avec des questions très circonscrites à des domaines hyper techniques. Et là sont arrivés les agents conversationnels, qu'on connaît tous. Et alors là, j'ai été inondée de demandes, de questions, soit de développeurs qui se sont dit ouais, c'est des super opportunités, est-ce qu'on peut intégrer ça dans nos façons de travailler? Et des entrepreneurs qui m'ont dit dans ma boîte, tout le monde se met à utiliser ça, j'ai aucune maîtrise, qu'est-ce que je peux faire pour maîtriser ça? Et en parallèle, toutes les discussions sur le règlement européen qui ont commencé à émerger. Et donc là, à ce moment-là, voilà, double cumul, pression des clients plus contexte juridique passionnant, je m'y suis collée. Oh génial. En tout cas, on en parle, c'est vrai que sur cet aspect juridique, on n'entend pas beaucoup encore, je trouve, de voix. Donc, je suis contente de faire cet épisode avec toi. À date, quelle documentation existe-t-il donc sur le sujet? Donc là, il y a le RGPD, peut-être que tu vas nous remettre un peu de contexte, qui a quand même en Europe bordé le cadre. Mais sur l'IA, il y a eu l'IA Act. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire déjà rapidement un peu plus sur les contextes de ces deux documentations et s'il y a autre chose intéressant à aller chercher? Ouais. Alors, l'IA, c'est un sujet qui évolue hyper vite. Donc, on a plusieurs sources. Les textes européens dont tu as parlé, le RGPD et l'IA Act, qui donnent le cadre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un type de réglementation assez méthodologique. Donc, on est vraiment dans de la responsabilisation. Et l'Europe nous dit, je vais vous expliquer quels sont les risques et comment les adresser. Donc, les textes sont plutôt intéressants de ce point de vue-là. Par contre, ça fait quand même arriver des concepts qu'on ne maîtrise pas, qui sont parfois un petit peu flous. Et donc là, il faut s'accrocher à ses chaussettes pour essayer de comprendre comment les appliquer. Et une des sources qui est hyper intéressante, c'est les autorités comme la CNIL, qui produisent des contenus hyper intéressants, qu'on va qualifier plutôt de doctrinaux, et qui vont prendre les textes et qui vont nous dire voilà comment nous on les comprend et comment concrètement on vous conseille de les appliquer. Donc ça, c'est des sources d'auto-formation qui sont hyper intéressantes. Et puis, c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations et de groupes de confrères qui s'emparent un peu des sujets pragmatiques et qui essayent de trouver des solutions et de nous aider tous à naviguer un petit peu là-dedans. Donc, est-ce que tu veux qu'on rentre maintenant Oui, rapidement, peut-être que tu peux nous faire une big picture en anglais. Okay. Voilà. Donc, est-ce que tu veux qu'on attaque sur un petit peu ces deux réglementations dont on parle beaucoup et on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Ouais. Donc, souvent, les gens se mélangent un petit peu les pinceaux entre règlement IA et RGPD. Sauf que, de façon assez simple, ce qu'il faut se dire, c'est que
ça ne réglemente pas tout à fait la même chose. Quand on parle de RGPD, donc le RGPD, tout le monde le connaît depuis 2018, c'est le règlement qui vient réglementer la façon dont on peut utiliser des données personnelles. Et ensuite, on a l'IA Act qui, lui, est plus récent, donc, qui date de 2024 et qui rentre progressivement en vigueur par palier. Donc, il y en a eu un premier en 2025 et un autre là en 2026. Et qui, lui, ne traite pas forcément des données, mais de l'outil lui-même et des usages et des finalités pour lesquelles on l'utilise. Et dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, les RH, c'est très rare que l'un aille sans l'autre, puisque la grande question qui se pose la plupart du temps quand on déploie un outil IA, c'est est-ce que je peux mettre de la donnée perso dedans ? Donc, il faut avoir une vision par type d'usage plus que par réglementation applicable, puisqu'on se rend compte qu'on est au carrefour de plein de réglementations différentes. Et donc, il faut avoir une vision un petit peu globale. Bah super, en tout cas, ça nous met dans le début et on va vraiment détailler progressivement dans cet épisode, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. En tout cas, de toute façon, toute donnée en RH est sociale et donc il faut être hyper rigoureux en tout cas sur son utilisation. Donc en 2025, ChatGPT a fêté ses 3 ans. Ça a quand même été un sacré bouleversement pour tous. Et donc cet anniversaire, c'est aussi celui de la démocratisation finalement de l'IA qui a bouleversé nos modes de travail. Et en 2024, l'INSEE notait que 10% des entreprises françaises utilisaient l'IA. C'est pas énorme. Et dans une enquête là sortie début d'année, Deloitte note que l'accès des collaborateurs de l'IA a augmenté de 50%. Donc on voit quand même que 2025, il y a eu vraiment une augmentation de son utilisation. Cette augmentation du taux d'adoption fait émerger donc de nouvelles responsabilités RH en termes de formation et de respect du cadre légal. Donc pour toi aujourd'hui, quels sont les usages les plus répandus de l'IA dans les RH aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vois de ton côté ? Alors de mon côté, moi je vois des usages assez opérationnels. Finalement, tout le monde va vouloir gagner du temps et peut-être s'épargner des tâches un petit peu rébarbatives ou répétitives. Donc, on va beaucoup voir de la rédaction assistée, donc pour comment rédiger des offres d'emploi, des emails récurrents et certains contenus RH, parce que dans votre métier, c'est souvent quand même régulièrement les mêmes questions qui reviennent. Et on voit aussi des outils qui vont aider à trier ou analyser des candidatures, voire à aider à évaluer les salariés. Et c'est là qu'on rentre dans des sujets un petit peu plus touchy, puisque même si ces usages paraissent simples, ils peuvent avoir un impact très fort et très concret sur les décisions qui sont prises et les carrières des salariés. Donc, on arrive sur des problématiques qui mettent en balance des besoins de performance et en même temps, derrière, des droits fondamentaux de personnes privées. Donc, on se retrouve à devoir gérer ces deux intérêts en présence, d'où la nécessité d'un cadre. Tout à fait. Et c'est vrai que dans une étude parue l'an dernier, LinkedIn chiffrait à 6 heures le gain de temps potentiel pour les professionnels, notamment du recrutement. Nous, au Temple RH, on a gagné 2 heures par jour sur nos tâches. Donc, c'est vrai que le gain de temps est quand même, en tout cas, le bénéfice de l'IA. Quel intérêt y a-t-il pour toi à l'intégrer dans son quotidien RH, à part gagner du temps, par exemple ? Donc voilà, le gain de temps est évidemment indéniable, mais je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin que ça. Pour moi, l'IA, ça permet surtout d'aller plus loin que ce qu'on a toujours fait. Je trouve qu'avec l'IA, on dépasse un peu la peur de la page blanche. Et même avec peu de moyens, on se met à accéder à des possibilités de se structurer et un accès à l'information qu'on n'avait pas avant. Et je trouve que ça, c'est un tremplin vraiment génial pour donner la possibilité d'accéder à un niveau vraiment supérieur, plus facilement structurer une réflexion, tester des nouvelles idées et structurer des pratiques ou standardiser des choses répétitives, comme on le disait. Mais le petit point d'attention que j'ai là-dessus, c'est aussi l'illusion de facilité. C'est que ces outils sont tellement faciles à utiliser qu'on a envie de les exploiter à fond, sans garde-fou. Et c'est là qu'on rentre dans une zone de risque et qu'il faut être vigilant, parce que même si c'est facile à utiliser, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dans un outil d'IA. Sachant qu'en plus, il y a donc son utilisation en tant que RH et l'utilisation que l'entreprise, que les salariés aussi va en faire. Et là, on n'a potentiellement pas forcément tous les cas d'usage qu'on peut imaginer, nous, en tant que RH. Tout à fait. Et donc ça aussi, il faut le gérer. Il faut le gérer, tout à fait. Donc avant de se pencher sur l'IA Act et le RGPD, peux-tu me dire, donc on en a parlé brièvement, mais la grande différence
entre les deux garde-fous finalement de ces deux documentations. Et voilà, ouais, tout à fait. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a 2 réglementations qui vont être cumulatives sur un système d'IA. Donc, la première, le RGPD, qui va traiter la donnée que tu injectes dans ton système d'IA, souvent en matière RH, qui vont être des données personnelles. Donc, avec des données personnelles, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc, tu as des obligations qui concernent la base légale, l'information que tu fais aux personnes qui sont concernées par le traitement, des obligations de sécurité qui sont prévues par le RGPD. Et ensuite, tu as l'IA Act qui, lui, s'occupe du système d'intelligence de l'outil et qui va poser des exigences qui sont évolutives en fonction du niveau de risque que ton outil fait peser sur la personne qui va subir, entre guillemets, le traitement que tu actionnes via un outil d'IA. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec l'IA Act, l'IA Act, c'est les niveaux de criticité. On va y revenir. Et comment savoir finalement lequel concerne notre projet IA finalement? Donc tu nous dis que les deux, malgré tout, vont ensemble. Et juste comme ça, par curiosité, est-ce que c'est une obligation de suivre ces deux documentations finalement? Eh ben alors, pour savoir si c'est une obligation, il n'y a pas 50 questions à se poser. Moi, je dirais qu'il y en a 3. 1, est-ce que le traitement que je veux faire avec le système d'IA que je suis en train d'analyser va impliquer d'injecter dans la machine des données personnelles identifiantes? Donc, si oui, dès qu'il y a de la donnée... Dès qu'il y a de la donnée perso, je tombe sous le coup du RGPD. Et c'est une obligation? C'est une obligation. Ensuite, on va avoir la question de est-ce que je mets en œuvre un système d'IA? Oui ou non? Bon, là, en l'occurrence, a priori, oui. Et la troisième question, quel est l'impact de cet outil? Quel est son usage? Pour quelle finalité je l'utilise? Et quel va être l'impact sur les droits de la personne concernée? Et donc ça, c'est ce qui va permettre d'affiner la criticité du système d'IA et de voir dans quel niveau d'exigence réglementaire on se situe. Et donc finalement... le RGPD, est-ce que c'est un sujet RH ou est-ce que c'est un sujet finalement d'entreprise? Parce que la donnée sensible, c'est quand même beaucoup la RH qui la gère, hein, notamment via des contrats de travail. Il y a quand même des informations qui sont très privées. Quel est ton avis sur la question? Pour moi, c'est un vrai sujet d'entreprise avec des cas d'usage différents. Okay. Mais ça va concerner le top management, ça va concerner les RH, ça va concerner le juridique et ça va concerner les opérationnels, puisque c'est souvent eux qui gèrent la donnée en direct. Alors après, ça dépend aussi du secteur d'activité de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est à moins de travailler dans des secteurs qui manipulent 0 données perso pour leurs clients, on est quand même très souvent concerné à tous les niveaux. Et comment ça se passe? Donc, les grands groupes, souvent, ils ont une personne qui est dédiée à ce sujet-là, mais dans des ETI, peut-être des petites entreprises, qu'est-ce que tu vois, toi, chez tes clients sur cette partie Alors, souvent, moi, je vois de plus en plus de désignations de DPO, même dans des petites entreprises qui n'ont pas forcément l'obligation de le faire, parce que donc, le RGPD pose des critères pour savoir si on a besoin d'un DPO. Mais beaucoup de gens le font même sans rentrer dans ces critères-là. Ou à tout le moins vont aller chercher dans des compétences existantes, donc à la DSI ou dans le juridique, et parfois souvent chez les RH, quelqu'un qui va avoir une petite formation spécifique qui va, sans être désigné DPO, va être un petit peu le référent données perso de la boîte. Ouais, donc en fait, il faut désigner un référent, c'est pas 100% de son job, mais le former sur les enjeux RGPD et aujourd'hui sur l'IA Act. Et pour ça, il y a plein de façons de le faire. Et notamment, je reparle de la CNIL parce que je trouve qu'elle fait un travail formidable de pédagogie. Et il y a plein de petits outils de formation qui sont disponibles sur le site de la CNIL en e-learning qui permettent d'avoir déjà un premier niveau de connaissance de la réglementation et de comment l'appliquer au quotidien qui est hyper intéressant. Ok, merci en tout cas pour ce conseil. Et donc les risques, quels sont les risques qu'on encourt concrètement au niveau juridique si on ne met pas ces systèmes garde-fous, en tout cas en place dans les entreprises? J'imagine des pénalités financières. Voilà, donc là, il y a effectivement un risque financier qui est calculé souvent en pourcentage du chiffre d'affaires. D'accord. Et ensuite, mais pour moi, ce n'est pas le seul problème, parce que j'ai envie de dire qu'au-delà de l'aspect financier, on va avoir un risque réputationnel très fort. Donc, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, quand des clients vous font confiance sur des secteurs à fort taux de manipulation de données personnelles ou dans des secteurs technologiques où on a un biais avec lequel on va considérer que l'entreprise a des niveaux de maturité et de sécurité importants sur ces sujets-là, la moindre faille de sécurité ou une
une appréciation manifeste que le travail de conformité n'a pas été fait peut créer des risques de confiance qui sont vraiment et réputationnels vraiment importants que je pense qu'il faut avoir en tête. Ok. Très clair. Ouais, on se souvient de... Je crois que c'était en Angleterre, une brèche des données qu'avait mis en porte-à-faux, je crois, Facebook, Cambridge Analytica. Il y en a eu plein dans plein de domaines différents. Il y en a eu même chez Pôle emploi récemment. Voilà, il y a des grosses failles de sécurité. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde reçoit régulièrement des notifications dans son adresse email, sur son adresse mail. Votre mot de passe a été... Exactement. Voilà, donc ça arrive vraiment et ça arrive de plus en plus. Donc on va creuser, donc on va commencer par l'IA Act. Donc tu as parlé en tout cas de ces niveaux de risque. Donc l'IA Act, c'est plutôt le cadre autour de l'outil. Ce que je comprends, c'est comment on va intégrer l'intelligence artificielle, c'est ça, dans ces systèmes internes. Est-ce que tu dis-nous un petit peu plus donc, sur les 4 niveaux de risque qui concernent et pourquoi cette échelle finalement existe? Donc l'IA Act, il n'est pas très compliqué à comprendre dans les grandes lignes et il repose sur une logique assez simple. Donc, plus un système d'IA va avoir un impact sur les personnes, plus le niveau d'exigence va monter. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout interdire, mais c'est d'adapter le niveau d'exigence au risque. Donc, on a 4 grandes catégories. D'abord, les systèmes qu'on va considérer à risque inacceptable. Donc, ça, c'est ce que l'Union européenne considère comme contraire aux principes fondamentaux. Donc, ils sont interdits. Et donc là, on va retrouver la manipulation, la manipulation des émotions, le scoring social, enfin tout ce genre de traitements-là. Ensuite, on a les systèmes à haut risque. Donc là, on va être vraiment dans le cœur de ce qui va concerner les traitements RH. Le recrutement, l'évaluation et tout ce qui concerne l'accès à l'emploi qui a été défini comme des secteurs qui sont considérés comme à haut risque. Et donc là, par exemple, ce serait quoi un agent de scoring de CV, par exemple. Un agent de scoring de CV. Okay. Et ces systèmes sont autorisés, mais très encadrés. Donc, très encadrés dans la documentation qui doit être faite autour de ce système d'IA, sur la qualité des données et sur la nécessaire supervision humaine et appréhension des risques. Ensuite, on a les systèmes à risque limité, où là, ça va être surtout un enjeu d'information. Prévenir les gens qu'ils discutent. Par exemple, si vous mettez un petit chatbot IA dans votre entreprise qui va répondre à des questions, il faut que les personnes qui sont en contact avec ce chatbot soient conscientes qu'elles discutent avec une IA et que ces réponses peuvent être fausses, etc. Et enfin, on a les systèmes à risque minimal qui, eux, sont très, très peu encadrés. C'est le rédactionnel, par exemple. Exactement. Et donc, quelle est la grosse différence entre haut risque et risque limité donc, entre, par exemple... un agent de scoring de CV et le chatbot RH, qu'est-ce qui fait vraiment la différence de savoir où est-ce que je mets l'un, où est-ce que je mets l'autre? Ça va être l'impact sur la décision et, in fine, sur la personne concernée. Donc, s'il n'y a pas d'impact, s'il n'y a pas d'influence de la décision, à ce moment-là, parce que l'encadrement vient du risque de biais. Ouais. Et d'intégrer dans la machine un pouvoir de décision qui va impacter directement la personne et qui pourra la priver d'un droit, par exemple. Comme par exemple un choix de CV. Exactement, ce qui n'est pas le cas d'un chatbot. Le risque d'un chatbot, c'est de se reposer sur une information qui pourrait être erronée, alors qu'un outil qui va faire du scoring ou trier des CV, l'impact, c'est une personne pour avoir son accès à l'emploi limité. Ouais. Et comment finalement, donc tu as parlé de documentation, donc j'imagine que c'est des choses qu'on peut retrouver à la CNIL, sur comment on doit, notamment en tant que RH, parce que c'est les RH qui vont ici mettre en place ces systèmes, comment ça se... Donc soit on peut le créer nous-mêmes, soit on peut passer par notamment un outil extérieur. Tout à fait. Comment je fais, comment ça marche? Eh ben, tu veux dire, ta question porte sur la façon dont on gère la conformité? Oui, c'est ça, ouais. Alors, pour gérer la conformité, en fait, il faut s'entourer de gens qui savent faire parce que le règlement te demande de maîtriser le fonctionnement de ton outil et de documenter le fonctionnement, savoir comment ça marche, comment les décisions, exactement, comment les décisions sont prises, où vont les données, comment elles sont conservées, etc. Donc ça demande quand même une maîtrise technique assez élevée. Et aussi une analyse des risques. Ça, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans le RGPD, dans l'analyse d'impact, dont tout le monde a déjà entendu parler. Il y a une analyse d'impact aussi à faire en application de l'IA Act. Et donc, c'est d'anticiper les risques que cette solution va faire peser sur les gens et comment on y remédie et comment on adresse ces risques. Donc, c'est des documentations qui peuvent être quand même assez techniques et qui dépassent, pour moi, le rôle du RH.
Ok, donc là, c'est plutôt se faire accompagner sur, ok, je veux mettre en place un agent de scoring en interne, le créer. Et si, par exemple, je passe par un outil extérieur, comment je m'assure que ce partenaire remplit finalement les conditions de l'IA-Act? Alors, l'avantage de le faire en passant par un outil extérieur, c'est qu'il y a toute une partie de la conformité qui va peser sur les épaules du prestataire qui va fournir la solution. Et donc là, la première chose à faire, c'est de vérifier les contrats. Et donc, dans ces contrats, on doit trouver des dispositions rassurantes sur le fonctionnement, sur la confidentialité des données, sur les niveaux de sécurité et sur les conditions d'hébergement des données. Parce que ça, c'est un sujet qu'on a tendance un petit peu à oublier. Mais quand on traite des données personnelles, l'Union européenne a vraiment verrouillé les choses et a fait toute une analyse de toutes les législations du monde pour vérifier celles qui respectaient, qui étaient en ligne avec les principes européens et celles qui ne l'étaient pas. Donc, à partir du moment où il y a des données qui ne seront pas hébergées sur le territoire de l'Union européenne et qui vont sortir, elles peuvent sortir en direction de pays qui ne sont pas considérés comme donnant une protection suffisante pour les données. Et dans ce cas-là, il faut mettre tout un panel de garanties supplémentaires en place qui peuvent largement complexifier la conformité. Donc, c'est un des points à aborder vraiment de façon très précoce avant le déploiement d'un outil. Les contrats, l'hébergement et la transparence du système. Ouais. Et donc ça doit être indiqué dans son contrat de partenariat. Voilà. Et puis, il faut être face à des prestataires qui n'ont pas peur de répondre à ces questions. Donc les 3 points pour toi importants, juste pour bien s'assurer de bien faire quand on fait son benchmark, c'est je pose des questions sur où sont hébergées les données. Si les données sont hors Union européenne, je dois creuser un petit peu plus. Exactement, et voir quelles sont les garanties proposées. Quelles sont les garanties proposées. Puis, je m'assure que je creuse sur comment vous vous assurez de la criticité de l'agent, comment marche par exemple le scoring, etc. Quelles sont les documentations que vous avez mis en place. C'est ça, pour s'assurer un petit peu du workflow de l'IA-Act. Et après, le dernier point, tu parles, c'est de... j'ai oublié le 3e point, ouais. C'était sur la transparence. La transparence, que ce soit clair. Et ne pas hésiter à poser des questions et ne pas non plus hésiter à demander de l'assistance dans sa propre conformité. Parce que quand on déploie un outil externe, certes, il y a une partie de la documentation qui relève du prestataire, mais nous aussi, notamment en application du RGPD, en tant que responsable de traitement, on va avoir aussi des obligations à respecter et potentiellement des analyses d'impact à mettre en place. Et là, on peut demander de l'aide du partenaire pour procéder à son analyse d'impact qui sera un document, quoi qu'il arrive, que ça soit si nous on crée notre propre outil ou si on passe par un outil extérieur, il faudra mettre en place ces analyses d'impact. Tu es d'accord? En fonction du type d'outil et des finalités, etc. Parce que tout ça répond à tout un tas de critères et qui ne sont pas toujours rencontrés, mais je pense que c'est une idée à avoir en tête. Et la question est à se poser dans tous les cas. Ok, très clair. Ça nous permet en tout cas d'en savoir un peu plus sur ces sujets-là. Et donc, toi, aujourd'hui, il y a eu 2 paliers. C'est ça, tu as parlé tout à l'heure de l'IA-Act. Qu'est-ce qui va changer là prochainement? Est-ce que tu peux juste revenir un peu en arrière sur ces 2 paliers? Qu'est-ce que ça implique et quels vont être un petit peu les prochains qui vont arriver? Donc, l'IA-Act est entré en vigueur en 2024 et s'applique progressivement. Donc, le premier palier était en 2025 et donc là, ça a surtout concerné ce qui était interdit. Donc, le niveau de risque le plus élevé. Et là, en août 2026, vont entrer en vigueur les dispositions applicables au système d'IA à haut risque. Et donc là, c'est à ce moment-là que les obligations les plus structurantes vont entrer en vigueur. Donc c'est là qu'il va pouvoir y avoir des premiers contrôles sur le respect des exigences du règlement. Donc il va falloir que les personnes qui utilisent des systèmes d'IA à haut risque soient capables de montrer qu'elles ont évalué les risques, qu'elles ont encadré leur système et qu'elles respectent globalement les exigences prévues par le règlement. Donc on passe d'une phase de découverte à une phase de responsabilité. Maintenant, voilà, on a eu le temps de la pédagogie, de l'appréhension du risque. Et aujourd'hui, il faut montrer qu'on est passé à l'action. Il faut faire la documentation. Voilà, exactement. Il faut s'y mettre. OK. Quel conseil tu donnerais donc aux RH qui potentiellement ont mis en place des outils peut-être même, je pense, des partenaires qui ont mis des outils d'IA, ils sont peut-être pas forcément aussi au courant. Ou si on a mis nous-mêmes ces outils-là, qu'est-ce que tu leur recommandes de faire pour bien s'assurer qu'elles sont à jour pour ce 2e palier qui va arriver très prochainement? Alors, pour moi, je commencerai pas juste par structurer les usages de manière générale, mais de commencer à qualifier juridiquement ce qui existe déjà. Donc, il y a 3 points d'attention assez simples. D'abord, il faut identifier les outils utilisés, y compris ceux qui sont utilisés de manière informelle par les équipes. Donc là, je fais toute ma liste de tous les outils dans l'entreprise. Exactement. Okay. Ensuite, il faut faire l'effort de comprendre leur rôle réel. Donc, est-ce qu'ils assistent ou est-ce qu'ils influencent une décision, par exemple?
ou est-ce que c'est juste purement informatif? Et enfin, repérer les usages qui peuvent relever d'un niveau de risque élevé, notamment en matière de recrutement, d'évaluation, de gestion des carrières. Et à partir de là, l'enjeu n'est pas forcément, en fonction de l'ampleur de la tâche, de tout mettre en conformité immédiatement, mais il va falloir prioriser. Parce que août 2026, ça va arriver hyper vite. Et comme pour toutes les réglementations, personne ne sera 100% conforme au mois d'août 2026. Mais il faut bien commencer quelque part, donc prioriser. Et pour moi, il faut concentrer ses efforts sur les outils qui ont un impact direct sur les personnes. Et ensuite, on peut entrer, une fois qu'on a identifié tout ça, fait ce petit travail d'audit, dans une logique plus structurée. Formaliser les usages, clarifier les responsabilités et intégrer progressivement ces usages ces sujets dans des processus existants comme le RGPD, parce qu'on est sur des réglementations avec une méthodologie qu'on connaît déjà. Et donc, le but là, c'est de se servir de ce qu'on a déjà construit pour intégrer ces nouvelles strates dans les process. Donc, l'idée, c'est pas de créer une usine à gaz, mais c'est de partir de l'existant pour en tirer des règles et étoffer sa documentation. Donc là, finalement, ce qui serait intéressant, c'est de monter une task force. Donc avec Exactement. Une personne dans les RH, une personne peut-être dans l'ingénierie, une personne dans la partie peut-être, une task force de 3-4 personnes qui vont s'assurer de cette... Exactement. Moi, je pense que le RH, là, c'est plutôt plus un chef d'orchestre qu'un un homme outil. Ouais. Et donc, je pense que là, le gros talent du RH, mais je pense que ça, c'est un talent qu'on retrouve dans cette typologie de métier, c'est d'être capable d'identifier les bons acteurs. Donc la DSI, évidemment, le juridique, le DPO si c'est encore quelqu'un, et ne pas oublier d'associer les opérationnels qui utilisent les outils. Tout à fait, ouais. Hyper intéressant en tout cas. Donc, la mise en place d'une task force arrivée. Est-ce que tu te dirais il faut se dépêcher pour le faire, ou est-ce que, on le sait au niveau, l'Europe c'est quand même une grosse machine, on a quand même un peu de temps pour le faire. Quels sont les risques vraiment qu'on peut avoir si on ne le fait pas, ce travail-là? C'est toujours pareil. Il y a la théorie et la pratique. C'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, je suis à peu près convaincue qu'il y a une large majorité des acteurs concernés qui ne seront pas conformes à la date butoir. Je pense que ce qu'il faut être capable de démontrer, c'est qu'on a mis quelque chose en place. La précipitation, pour moi, peut parfois être contre-productive. Vouloir être conforme trop vite, ça peut parfois être un frein à la conformité, puisqu'on coche des cases, on met des completites dans des feuilles de route et puis on se dit qu'on est conforme alors qu'en fait il y a un vrai travail de fond à faire qui nécessite du temps et d'impliquer toutes les personnes qu'on a mentionnées tout à l'heure et de faire ce travail d'audit qui peut prendre du temps et qui, s'il est partiel, fausse un petit peu le travail. Donc le risque théorique existe. Après, c'est sûr qu'il y a des acteurs qui seront plus concernés que d'autres au début. Et donc si je peux me fier à mon expérience de la mise en conformité au RGPD, il va y avoir des plans de contrôle. Tout le monde ne va pas être contrôlé Bien sûr, c'est au ça, même moment, avec des thèmes et des acteurs plus ou moins dimensionnés qui seront vérifiés en premier. Oui, tout à fait. Ok, très clair. Mais en tout cas, c'est positif, c'est le moment de s'y mettre. Ouais, c'est un bon projet en tout cas à mettre en place pour aussi garder le contrôle sur cette thématique-là. Parce qu'on parle beaucoup de l'enjeu juridique. Donc là, on parle de sanctions, on parle de règlements européens, mais il ne faut pas oublier l'enjeu business. C'est ça. Et avoir des salariés qui balancent des informations confidentielles et stratégiques sur la société, sur des outils non maîtrisés, c'est un risque qui, pour moi, est bien plus grave que le risque de sanctions juridiques de non-conformité. Oui, par exemple, mettre l'algorithme de peut-être d'un système technique de son entreprise dans le ChatGPT. De la donnée hautement sensible et confidentielle business, là on ne parle même plus de données personnelles, c'est un risque parce que ça va dans le cloud, qui est souvent sous-estimé. Ouais, ok, très clair. Écoute, on va passer maintenant sur la partie RGPD. Donc toi, tu ne parles pas d'anonymisation des données. Voilà, on va revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est assez spécifique chez toi. Donc juste avant de parler de ce sujet-là, remets-nous dans le contexte donc, du RGPD et du contrôle, de la protection des données, en tout cas des personnes, des salariés et aussi des candidats et des candidates. Donc quand on dit RGPD, on dit traitement de données personnelles. C'est quoi une donnée personnelle? C'est une donnée qui identifie une personne physique ou de façon directe ou indirecte. Donc, par exemple, Amandine Masse, c'est une donnée personnelle qui m'identifie directement. En revanche, femme rousse, née avec le 9 septembre 88, qui vit à telle adresse, c'est pas des données qui identifient directement ma personne. En revanche, recoupées ensemble, elles m'identifient. Et donc, ces deux cas sont couverts par le RGPD. Mon nom, prénom. Voilà.
et mes données Alors, qui... soit mon nom, prénom, c'est des données perso en tant que telles. Mais si on oublie mon nom et prénom, mais qu'on cumule ma date de naissance, mon adresse et des caractéristiques physiques ou autres qui me concernent et qui permettent de me réidentifier, recouper ensemble, c'est aussi des données personnelles. Donc, on parle très souvent d'anonymisation, mais les deux exemples que je vous ai, dans le deuxième exemple que je t'ai donné, on n'est pas du tout dans de l'anonymisation puisque c'est très facile, en recoupant les données qui ne comportent pourtant pas mon nom et mon prénom, c'est facile de me retrouver. Et on pourrait trouver un exemple RH similaire. L'intitulé du poste, la date d'entrée dans les effectifs, le fait que ce soit un homme ou une femme dans un effectif qui est très masculin ou à l'inverse, très féminin. La possibilité de réidentification est très facile. Donc, dans ces cas-là, on n'est pas dans de l'anonymisation, on est dans ce qu'on appelle de la pseudonymisation. C'est ça. Et donc, la pseudonymisation ne fait pas sortir du champ d'application du RGPD. Donc, toi, tu conseilles plutôt d'englober pas que le nom-prénom, mais d'englober, et ça, de toute façon, c'est RGPD. C'est la définition même des données personnelles. C'est ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Une personne. Donc, considérer qu'on a anonymisé en mettant tout sauf le nom et le prénom du salarié concerné dans la machine, ça ne vous fera pas sortir du périmètre. Par exemple, je veux sourcer, je sais pas moi, je mets 100 profils de candidats et je veux qu'ils me fassent, j'enlève juste le nom, prénom. C'est impossible en fait. On risque, en fonction de la population concernée, tout ça est effectivement à utiliser avec des pincettes, mais en fonction de la population concernée, on est rarement dans de la véritable anonymisation au sens de la loi. Ok, très clair. Et donc, que peut-on collecter concrètement sous le RGPD ? On peut tout. En fait, le RGPD, il n'interdit pas de collecter. Alors, à part des informations hautement sensibles sur la religion, sur des considérations ethniques ou de casier judiciaire ou les numéros de sécu aussi, par exemple, qui, hors certains cas prévus par la loi, sont des données sensibles qu'on ne peut pas traiter comme on veut. Sinon, toute donnée peut être collectée. Ok, très clair. Et donc, quelles sont les obligations un petit peu de transparence interne, externe, quand on collecte en tout cas ces données ? Alors, la question de la transparence, c'est une question qui, pour moi, ne doit pas être abordée uniquement sous l'angle du RGPD, mais dans le cadre du sujet qui nous occupe aujourd'hui, du déploiement d'un système d'IA. C'est une obligation qui se traduit de plein de façons différentes. Donc déjà, côté RGPD, c'est l'obligation d'information. Il faut informer les gens quand on traite leurs données personnelles. Donc, un salarié, on doit via une politique de confidentialité souvent ou une partie de son contrat de travail, lui expliquer, je collecte quel type de données je collecte, pour quelle finalité, donc gérer ton dossier, gérer ta mobilité, enfin je sais pas, tout un tas de finalités RH qu'on a pu identifier, combien de temps je les garde, qui dans la société peut y accéder, et informer le salarié sur les droits qu'il a sur ces données. Donc ça, c'est la transparence au sens du RGPD. Sans oublier aussi que le RGPD prévoit des obligations d'information et de garantie renforcées quand il y a des traitements automatisés de données. Okay. Et par exemple, si sur LinkedIn, un cas concret, tu vois, qu'on peut avoir en recrutement, on va sourcer des candidats, on va avoir des intégrations qui vont être intégrées après dans ce qu'on appelle un ATS. Est-ce que ça, c'est de ma responsabilité ou ça, finalement, c'est LinkedIn et l'ATS qui va collecter et qui vont redistribuer, tu vois, la donnée ? Tout le monde va avoir une part de responsabilité. Tout le monde a une part de responsabilité. Voilà, c'est une chaîne qui se qualifie juridiquement et le RGPD donne les qualifications juridiques auxquelles on peut recourir. Et chacun, à son niveau, a une part de responsabilité. Et toi, en tant qu'utilisateur final de la donnée, tu te dois d'informer les candidats le plus tôt possible dans le processus de recrutement de ce que tu fais de leurs données. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Okay. Voilà. Ensuite, on a les obligations de transparence qui vont être posées par l'IA Act lui-même. Donc, on l'a vu, cette obligation d'informer quand on interagit avec une IA ou que des informations viennent d'une IA. Mais aussi, l'obligation de transparence, je la vois aussi sur les exigences qui concernent les IA à haut risque, toutes ces exigences de documentation et de démonstration qu'on maîtrise l'outil. Donc, il faut être capable de documenter le système, d'en assurer la traçabilité et d'expliquer son fonctionnement. Donc pour moi, ça aussi, c'est de la transparence. Donc, c'est pas seulement informer les personnes, c'est aussi être en capacité de démontrer qu'on maîtrise et qu'on comprend ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi au niveau RH, recrutement, qui est important de savoir sur la partie RGPD ? Sur la partie RGPD, en fait, pour moi, l'IA ne fait pas naître de problématiques juridiques nouvelles. C'est simplement que ça multiplie les usages et il y a un risque que je trouve souvent sous-estimé, c'est que
quand on met en place le RGPD, on est sensibilisé à l'importance des finalités de traitement. Donc, j'ai le droit d'utiliser telle donnée pour telle finalité. Quand on vient mettre de l'IA là-dedans, souvent, on va réutiliser des données qu'on avait collectées pour certaines finalités pour de nouvelles finalités. Pour nourrir un algorithme. Exactement. Et c'est là qu'on se met en risque, puisque nous, on a informé nos salariés qu'on utilisait leurs données pour telle finalité. Et finalement, elles vont être utilisées pour d'autres finalités, avec des tiers qu'on n'avait pas identifiés, qui vont avoir accès à leurs données. Et là, on se met en risque. Donc, toujours important de se dire que quand on met un nouvel outil en place, un usage nouveau se met en place, et potentiellement, pas toujours, mais potentiellement une nouvelle finalité. Et il faut la garder en tête et la traiter. Et c'est hyper important ce que tu dis. Donc, pour prévenir les salariés de ces usages, pourquoi pas remettre à jour un document, et on va en parler. Le document un peu clé pour informer les salariés, c'est la charte IA, la charte IT. Donc, on va refaire le point là-dessus. Mais on va faire une petite pause avant de continuer avec Amandine. Si vous êtes RH, recruteur, recruteuse, responsable RH, DRH, et que vous avez envie d'augmenter vos compétences, alors j'ai envie de vous parler rapidement du Temple RH. Le Temple RH, c'est un centre de formation, mais pas que. C'est aussi une communauté de professionnels RH qui veulent reprendre une place stratégique, gagner en crédibilité, en posture et en impact, et surtout sans se renier. On y forme sur des sujets de communication RH, de marque employeur, de leadership et de posture RH, mais aussi de digitalisation des processus RH grâce à l'IA et à l'automatisation. On forme en entreprise, mais aussi en individuel. Alors, si ça résonne avec vos enjeux actuels, je vous mets le lien en description, et maintenant, on reprend l'épisode. Donc, ce fameux document qu'on envoie souvent à l'entrée d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, c'est cette charte IT. Donc, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que c'est la charte IT, puis qu'est-ce que toi tu entends par la mise en place d'une charte IA, et donc comment intégrer tout ce qu'on vient de dire pour que le salarié soit en pleine conscience de l'usage de ces données, en tout cas en interne. Donc, une charte IT, c'est ce qu'on appelle en français la charte informatique. Et donc, c'est le document interne qui va mapper un peu toutes les finalités pour lesquelles le système d'information de la société va être utilisé, et ce que les salariés ont le droit de faire et de ne pas faire avec les outils informatiques qui sont mis à leur disposition. Et avec l'arrivée de l'IA et les usages non maîtrisés que les employeurs ont pu constater dans les entreprises, on a vu émerger un document qu'on appelle la charte IA, qui est une partie de la charte informatique, parce qu'elle y est souvent intégrée, qui va adresser spécifiquement les problématiques liées à l'usage de l'IA dans l'entreprise. Donc, cette charte IA, c'est avant tout un outil de gouvernance interne qui va permettre de définir un cadre, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, et les règles d'utilisation des outils. C'est pas une obligation légale en tant que telle, mais c'est vraiment un outil de compliance. Et puis d'information. Et d'information, oui. Exactement. Donc, dans la pratique, c'est un outil qui est vraiment très utile pour structurer les usages. Et donc, toi, ta recommandation en tant qu'avocate, c'est de séparer les deux, c'est ça Oui, en fait, la charte IT va... Et une obligation légale, c'est ça? Oui, aussi. Alors oui, la charte IT, c'est une obligation légale. Mais elle a un champ d'application qui est très vaste et qui va être très varié et qui va adresser énormément de sujets. Qui a accès à quel outil, les politiques d'habilitation... voilà, il y a vraiment tout un tas de sujets qui sont traités dans ces chartes, qui sont souvent très très longues. Et donc, moi, je conseille toujours de faire une partie spécifique sur l'IA, parce que pour pas qu'elle soit noyée dans tout le reste qui va pas forcément intéresser les gens et qu'on va perdre parce que ça fera un document trop important. Donc, dans la charte IT, finalement, c'est là où on va mettre les sujets aussi de RGPD, d'usage des données? Ou pas Potentiellement, pas toujours. Moi, je conseille souvent un document, une finalité. Après, c'est un corpus documentaire qu'on va pouvoir trouver au même endroit ou qui vont se faire écho les uns aux autres. Mais pour moi, c'est important de séparer les sujets, même si dans la charte informatique, évidemment, il y aura des points de conformité RGPD sur la sécurité des systèmes d'information, etc. Donc, en fait, toi, tu recommandes une charte IT, informatique, une charte peut-être RGPD. Et la charte, une politique de confidentialité. Une politique, voilà, la charte politique de confidentialité. Et donc, cette charte IA qui va définir les contours de l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Ok, super, très clair. À partir de quand tu recommandes d'en faire une charte IA? Alors moi, je recommande d'en faire une assez tôt. Pas forcément dès le départ, mais dès lors que les usages commencent à se généraliser, je pense que c'est important. Parce que ce que je vois souvent, c'est que beaucoup d'outils sont utilisés sans cadre. Donc la charte, ça permet de remettre un peu son nez là-dedans et de mettre de l'ordre.
Parfait. Et donc, pour toi, quelles sont un petit peu les bonnes pratiques, on va commencer par les bonnes pratiques, à garder en tête pour lancer en fait cette charte IA? Quels sont peut-être les points importants qu'il faut intégrer à l'intérieur? Alors, moi, je dirais qu'il faut toujours partir des usages. Ok. Alors ça, je l'ai beaucoup dit, mais je le redis. Ouais. Le risque de l'IA, c'est pas d'utiliser l'IA, c'est de ne pas en maîtriser l'usage. Donc, il faut comprendre ce qui est déjà fait avant de vouloir encadrer. On en parlait tout à l'heure, la nécessité de faire un petit audit. Et ensuite, garder une approche simple. C'est comme toutes les chartes qu'on peut mettre en place et toutes ces politiques internes qu'on développe de plus en plus aujourd'hui. Il faut que ce soit simple. Donc, des règles claires, applicables et compréhensibles. Et surtout, il faut penser la charte comme un outil vivant qui va évoluer en même temps que les outils évoluent. Et ça ne doit pas être un document figé. Donc c'est souvent dans cette phase-là que moi j'interviens, c'est pour aider à structurer quelque chose de vraiment opérationnel. Donc là, finalement, l'entreprise, donc là, cette task force, donc c'est pas une personne qui doit être responsable de ça. Donc on l'a bien dit, c'est vraiment de mettre en place une task force qui va un petit peu chapeauter avec les RH, souvent en chef d'orchestre, pour identifier, cartographier tous les cas d'usage dans l'entreprise, pas que le département RH, mais tous les cas d'usage, donc voir chaque département est identifié. Et avec cette cartographie, de pouvoir, avec un professionnel par exemple comme toi, de verrouiller en fait l'usage de l'IA, c'est ça? Exactement. Okay. Donc les RH, la DSI, n'oublie pas oublier les équipes vraiment techniques, le DP aussi il y en a, et associer les opérationnels, puisque c'est eux qui vont manipuler les outils au quotidien. Ok. Et donc, dans cette charte, qu'est-ce que tu y mets, en fait? Donc, on a fait les cas d'usage, hyper bien. J'ai tous mes cas d'usage. Peut-être, je sais pas, moi, j'ai 200 cas d'usage dans l'entreprise. Comment ça marche, cette charte IA? Eh ben, pour moi, ça va passer par des règles simples et pragmatiques. Donc, la charte IA, elle doit dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc, on peut s'inspirer des 4 niveaux de risque de l'IA Act, par exemple. Tout à fait. Alors, on peut s'en inspirer, mais moi, je le verrais pas sous cet angle. Okay. Je dirais... Je l'aborderai pas de façon trop juridique, mais vraiment par usage concret. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec un outil d'IA? Est-ce que je peux utiliser l'IA pour rédiger un contrat de travail? Est-ce que je peux utiliser l'IA pour produire un visuel? Donc là, je mets tous les cas d'usage dans la charte. Moi, je réfléchirais par gros cas, parce que chaque entreprise a ses spécificités, et je réfléchirais par cas d'usage. Et donc, peut-être que tu mettrais plusieurs cas d'usage dans des rubriques, en fait, peut-être rédactionnelles ou ce genre de choses. Exactement. Okay. Après, on peut imaginer plein de façons de le présenter, mais je pense que vraiment, le sujet, c'est quel usage? Quel usage est autorisé? Ensuite, il y a la question des données. Quelles données j'ai le droit de mettre dans les outils qu'on met à ma disposition? Donc là, il va y avoir la sensibilisation aux données perso, mais aussi aux données stratégiques de l'entreprise, qu'il ne faut pas oublier. Après... il y a les circuits de validation. Dans quel cas il faut valider un usage? J'ai découvert un nouvel outil que je ne connaissais pas, j'ai envie de le tester, est-ce que j'ai le droit? Ou qui je dois informer? Est-ce qu'il n'y a pas un circuit de validation à respecter avant de tester un nouvel outil? Et ça, on l'oublie souvent, mais c'est super important, parce que si l'entreprise veut garder la maîtrise à long terme, il faut qu'il y ait des process qui permettent que les gens qui sont en charge de faire les mises à jour, etc., soient au courant. Bien sûr. Après, il y a aussi la question de l'encadrement des phases tests. Donc, je veux tester un nouvel outil. Quelle documentation je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois avoir vérifié? Qui je dois avoir prévenu avant de faire un test? Et puis, qui doit être impliqué dans les tests et dans le déploiement? Je pense que ça, c'est des choses qui doivent vraiment apparaître dans la charte. Dans la charte IA, d'accord. Et quelles sont les erreurs les plus communes que tu vois peut-être chez tes clients quand tu arrives voilà, sur un chantier dans la mise en place de cette charte Alors, IA? La première erreur à laquelle je pense, et c'est la plus fréquente, c'est de penser que la charte suffit. Donc, il y a plein de clients chez qui tu vois une magnifique charte IA, alors qui n'est utilisée par personne, qu'aucun salarié n'a jamais lu et qui n'est pas du tout adaptée aux problématiques qui est sorti, parce qu'on en voit beaucoup sur LinkedIn, des experts qui il faut commenter charte, et puis on a une charte IA. C'est super parce que c'est un bon point de départ, mais réutiliser tel quel, c'est jamais très satisfaisant. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc la task force essentielle pour adapter à la réalité du terrain. Je vois aussi des documents très complets, mais qui ne sont pas du tout utilisés. Donc, pour le coup, c'est très bien fait, mais il n'y a aucun travail de sensibilisation qui a été fait, et du coup, ce n'est pas du tout appliqué au quotidien. Et l'autre erreur, c'est les chartes trop théoriques, qui ne sont pas pragmatiques pour un sou. Et donc, la conséquence, ça va être que personne ne comprend vraiment ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, et comment on le fait. Et donc, in fine, l'objectif de cette charte, il n'est pas atteint. Ou à l'inverse, des chartes beaucoup trop restrictives.
interdit, 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 interdit. Ok. Et in fine, on se retrouve avec des collaborateurs qui contournent les règles. Ok. Puisque, donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. À part dans des entreprises qui interviennent dans des secteurs ultra sensibles qui verrouillent tout, et c'est normal, je pense qu'il ne faut pas avoir un abord uniquement répressif et restrictif avec l'IA. Il faut accepter que les collaborateurs vont avoir envie de l'utiliser et justement, au lieu de leur interdire, les accompagner et leur mettre les bons outils à dispo. Et donc, dans cette charte IA, c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure, de pouvoir informer aussi les salariés de comment on va utiliser leurs données. Et peut-être qu'aujourd'hui, certaines données, notamment personnelles, peuvent être réutilisées pour nourrir des algorithmes, pour faire des analyses, notamment des KPIs, X ou Y, Z pour le bilan social ou autre au niveau RH. Alors ça, pour moi, ce sera aussi des mises à jour à faire dans la politique de confidentialité. Okay. On liste les finalités pour lesquelles on traite les données personnelles des salariés. Et il faudra mettre aussi à jour ce document pour intégrer des finalités qui n'étaient peut-être pas prévues avant. Ok, donc l'indiquer dans la charte IA, voilà. Puis remettre à jour donc, les autres documents. Les autres documents sur l'usage, en tout cas potentiel des données que l'on pourrait utiliser. Donc par rapport à s'assurer, donc c'est ce que tu as dit, on pond des documents en ce moment, personne ne les utilise. Donc pour toi, quel est un peu l'outil ou la méthodologie? On a parlé de la task force qui me paraît essentielle pour que les salariés aussi puissent s'approprier ces documents-là. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu vois en entreprise? Ouais. Moi, mon conseil, c'est le pragmatisme. Alors déjà, voilà, vraiment partir des usages et se dire que le but, c'est de vraiment comprendre et de rédiger un process qui va être facile à utiliser et que les gens vont avoir envie d'utiliser. Et pour que les gens aient envie de l'utiliser, il faut les sensibiliser. Donc une charte toute seule, pour moi, c'est 10% du problème. Donc derrière, il faut prendre par la main les collaborateurs à tous les niveaux, enfin, ceux qui vont être en tout cas susceptibles d'utiliser l'IA, et les former, et qu'ils manipulent les outils, et qu'ils comprennent dans les grandes lignes comment ils fonctionnent, pour en maîtriser les risques. Parce que juste alerter sur des risques sans qu'on comprenne le risque d'occurrence du risque, c'est un peu limité. Donc je pense que pragmatisme, clarté, pas forcément chercher à vouloir tout couvrir tout de suite. En tout cas, identifier les zones de risque principales, les adresser celles-ci et proposer des solutions. Donc ne pas tout interdire, mais au contraire, choisir des outils pour ne pas dire... vous n'avez rien le droit de faire. Au contraire, vous regardez tout ce que vous pouvez déjà faire en toute sécurité. Ouais, donc finalement, c'est s'assurer que toutes les parties prenantes sont intégrées à ce projet. Exactement. Et que ça répond vraiment finalement à leurs besoins et à la réalité du terrain. Écoute, Amandine, on approche de la fin de cet épisode. Merci à toi en tout cas, nous avoir partagé énormément d'informations. Donc nous aussi, on va partager une charte IA et qu'on mettra aussi à disposition, mais en toujours gardant en tête cette task force, s'assurer qu'on ne fait pas les choses de sa tour d'ivoire et qu'il faut que ça soit vraiment, en tout cas, réalisé en co-construction avec les équipes. Peut-être... Une dernière question, c'est peut-être quels sont un petit peu tes conseils, tes recommandations que tu ferais à des RH qui voudraient sensibiliser et prendre ce sujet IA en interne, que c'est pas finalement on fait un peu ce qu'on veut, chacun fait un peu sa tambouille en interne. Quels seraient un petit peu tes conseils que tu donnerais? Pour moi, je pense que l'effort qu'il faut essayer de faire, c'est vraiment d'essayer de comprendre à quoi l'IA peut aider, pour que ce soit une réflexion pragmatique et globale. De ne pas éteindre des feux un peu à droite à gauche, mais se poser, respirer, dédramatiser la complexité et oublier un peu le côté très technique pour avoir une approche vraiment par l'usage. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quels sont les risques pour les personnes qui vont être concernées par ces nouvelles façons de traiter leurs données? Et comment j'adresse ces risques? Et je ne suis pas seule, je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, et je dois m'entourer des personnes qui ont les compétences, puisque chaque maillon de la chaîne a son importance sur l'efficacité de ce qu'on va mettre en place pour maîtriser les outils d'IA. Merci Amandine pour tout ton partage, et je te dis à très vite. À très vite, merci.